était à la 10e édition de DPA, et il était assez naturel de se dire, voilà 10 ans que nous parlons des transformations managériales, voilà 10 ans que nous envisageons ça plutôt du sommet vers la base, en faisant intervenir plutôt des dirigeants, et sans trop se préoccuper de ce que, appelons ça la base sans que ça soit péjoratif, pouvait attendre et pouvait percevoir des transformations en cours. Donc, 10 ans, comment est-ce que vous avez perçu les transformations managériales depuis 10 ans? Qu'est-ce que vous en pensez? Et d'autre part, qu'attendez-vous des 10 prochaines années? Ce qui était une façon de, à la fois, ausculter le passé et regarder le futur. Ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est qu'il y a des demandes, et que ces demandes, elles sont simples, elles sont de dire, on voudrait savoir où on va, donc expliquez-nous. Et là, il y a un vrai travail de pédagogie, etc., qui est à faire et qui incombe aux dirigeants. Et là, on retombe sur le rôle de DPA, qui est effectivement de parler aux managers et de leur donner des idées sur la façon dont ils vont avoir à aborder l'avenir. Et l'autre question, c'est évidemment, et les retombées pour nous, ce sera quoi ces transformations? Est-ce que ça va être des retombées en termes d'amélioration des conditions de travail, en termes de salaire, en termes de rémunération? Et là, il y a une vraie attente. Mais là encore, on retombe sur des problématiques qui sont des problématiques de dialogue, celles qu'on défend depuis 10 ans à DPA et qu'on va continuer à défendre dans les 10 prochaines années. Tout le monde saute comme un cabri, comme disait le général de Gaulle, en disant transformation, transformation, transformation. Elle est réelle, mais pour les salariés, elle n'est pas encore complètement vécue. Quand on les interroge sur la manière dont fonctionnent les entreprises d'un point de vue hiérarchique, on retrouve la verticalité, on retrouve l'opacité, on retrouve la prééminence du court terme sur le long terme. Mais petit à petit, on sent que les choses bougent, mais il y a un lien très fort que cette étude montre, c'est le lien entre transformation et résultat, transformation et bénéfice. On croira d'autant plus fortement à la transformation des modes de management si chacun est dans une logique de gagnant-gagnant et si elle finit au final par bénéficier aux salariés. Moi, ce que je crois, et c'est une conviction personnelle que je défends depuis quelques années, c'est que je crois qu'on a porté le modèle actuel, qui est un modèle, disons, taylorien, sans que ça soit péjoratif dans la bouche, j'y ai participé également, à l'ultime limite de ce qu'il peut donner, même en termes de performance, je ne parle même pas d'humanisme. Et donc la question aujourd'hui, pour les entreprises, si on considère que ce modèle-là, qui est un modèle très vertical, qui a processisé le travail, parfois, comme le dit Pierre-Yves Gomez dans son travail « Le travail invisible », jusqu'à escamoter le travail puisque le travail est devenu très prescrit, on se dit comment cette organisation, avec cette empreinte qu'elle laisse dans la vie quotidienne des salariés, elle peut aller chercher l'innovation qui était au cœur de nos débats tout au long de ce colloque. On ne peut pas produire l'innovation avec des personnes qui ont un travail prescrit. Transformation managériale, effectivement, pour des salariés, ça veut dire qu'ils attendent beaucoup. Et quand il y a transformation, évidemment, ils se disent « mais qu'est-ce qui a changé ?» Et ils n'ont pas toujours les perceptions, loin de là, parce que effectivement, les choses changent très lentement. Mais néanmoins, en 10 ans, si finalement on voit ces 10 ans et qu'on rapproche cela des 10 ans de DPA à Avignon, en 10 ans, l'état d'esprit des dirigeants, d'une part, les outils de meilleure écoute, les outils de développement personnel ont quand même éclaté, tant dans leur utilisation que dans leur perfectionnement. En matière de management, le problème il va être complexe, c'est-à-dire donner de plus en plus de liberté et laisser faire par l'initiative. L'intrapreneuriat doit être la base de management des entreprises et par ailleurs donner un rôle de transmission de plus en plus fort au cadre et à l'ensemble du personnel. On est au milieu du gué. On est beaucoup trop pessimiste, je le dis, pas simplement parce que c'est notre éthique, mais parce que je vois tellement de gens qui s'impliquent et dans leur entreprise et à la fois dans de l'associatif. Baume au cœur, sourire et continuons à donner aux salariés
ce pouvoir d'initiative. Toutes les entreprises ont l'obligation de se transformer. C'est une obligation permanente puisque l'environnement change, mais leur environnement change aujourd'hui plus vite que jamais, avec les évolutions internationales et puis bien entendu avec le numérique. Mais la transformation d'une entreprise ne peut pas être que numérique. Il faut lui donner une vision, un horizon, une visibilité, et c'est ça que le chef d'entreprise doit faire. La transformation managériale des entreprises aujourd'hui repose, à mon avis, grandement sur le numérique. Nous avons aujourd'hui des outils qui sont mis à notre disposition, qui sont très attirants, très captivants et très intéressants, mais qui ne joueront tout leur rôle que si on leur donne du sens et de l'intérêt. Et ce sens doit notamment servir à organiser l'entreprise sur des bases différentes. En tout cas, c'est ce que je crois, c'est ce que je pense. J'y vois une opportunité pour créer un lien d'une nature dite nouvelle avec le personnel, avec les équipes, et pour construire un projet, pour impliquer davantage, pour partager, pour échanger sur une base permanente en temps réel. Et donc nous avons aujourd'hui un défi majeur qui nous est proposé, c'est de donner du sens à cette révolution technologique, à cette modification dans les outils de fonctionnement de l'entreprise pour justement revoir le management et revoir les règles et le rôle de chacun. Donc moi j'y vois une formidable opportunité et je compte beaucoup là-dessus pour bouleverser notre économie, mais surtout pour la dynamiser et s'engager sur le futur. C'est normal que les salariés soient inquiets du monde dans lequel ils vivent. Aujourd'hui, ils voient bien que le futur est moins certain. Ils voient bien aussi qu'on leur promet, qu'on leur fabrique des plans sur lesquels on a misé sur quoi ? La croissance, la sécurité. Or, le monde est le contraire. Il faut leur proposer, sans être dogmatique bien sûr, parce que chaque entreprise a sa réponse, chaque taille d'entreprise a sa réponse, chaque secteur d'entreprise a sa réponse. Le monde de l'audiovisuel n'est pas le monde agricole, le monde de la météorologie n'est pas le monde des technologies. Il faut leur répondre d'une manière adaptée. Il faut aussi prendre des précautions pour être sûr que l'entreprise ne prend pas des salariés tout formés, prêts à être formés avec une formation d'un permis qui durera toute la vie, mais qui leur permettra de s'adapter en permanence aux besoins et au développement de l'entreprise. Il faut aussi écouter, dans un dialogue social très, très fructueux, les écouter pour savoir si on ne peut pas attendre d'eux une forme d'influence sur, pas la stratégie, mais au moins les moyens d'atteindre la stratégie d'aujourd'hui. Selon moi, la transformation managériale dont on parle, dont il s'agit, qu'on espère, c'est une transformation qui consiste finalement à se rapprocher des gens, rapprocher de leurs aspirations, de leurs compétences, de ce dont ils ont envie finalement au sein de l'entreprise ou dans leur vie en général. Et donc il faut être très à l'écoute, arriver à personnaliser la relation avec chaque collaborateur tout en maintenant une culture d'équipe. Et on sent bien quand on dit que c'est très difficile et que finalement les managers sont très peu accompagnés pour faire quelque chose de totalement nouveau. Donc il y a une forme d'injonction à changer son rapport managérial, mais finalement il n'y a pas beaucoup de moyens, il n'y a pas beaucoup de guidance. Et je trouve qu'on laisse beaucoup les managers un peu livrés à eux-mêmes sans vraiment exemple à suivre ou dirigeants inspirants dont on se dit si je fais comme lui, je vais y arriver. Donc moi, c'est pour ça qu'à mon avis, l'étude, le sondage fait ressortir que ça ne change pas si rapidement que ça. Parce qu'une fois qu'on essaye comme une injonction de se dire on va changer, ça ne suffit pas. Ce que je souhaiterais, c'est que l'entreprise poursuive sa mission qui est de finalement réunir des gens qui ont envie de servir une cause commune. C'est très noble une entreprise. Encore faut-il être capable d'écouter les gens. Et ce changement-là, pour moi, il part quand même des dirigeants. Cette inquiétude des salariés, je la comprends très bien. Deux, je la constate également. Je pense que le numérique va rabattre totalement les cartes en fait, de quelles compétences on a besoin, qui va
être de plus en plus demandé, qui va avoir ses salaires augmentés, qui va être moins demandé. Donc je pense que l'enjeu majeur dans ces cas-là, pour un salarié, c'est de savoir se réinventer, de savoir se former et de ne pas rester sur un précaré de ce qu'il a toujours bien su faire. Après, moi ce que je constate avec 30 ans de vie professionnelle, c'est qu'un collaborateur qui a du talent et qui a une valeur ajoutée, c'est toujours lui qui a du levier par rapport à l'employeur que l'inverse. C'est-à-dire que si vous délivrez, d'accord, l'employeur, il aura envie de vous promouvoir. Donc il faut pas, on peut avoir peur, d'accord, mais si on développe ses compétences dans ce champ de compétences qui est du digital, je pense qu'il y a des opportunités de carrière qui sont extrêmement florissantes. Aujourd'hui, et encore plus les jeunes générations, ce qu'elles ont envie de retrouver dans l'entreprise, c'est du souffle. Elles ont envie de retrouver un petit peu la genèse de ce qu'était l'entreprise à son tout début, qui était de monter des expéditions pour aller découvrir le nouveau monde. Et aujourd'hui, définitivement, les entreprises se sont un petit peu encroûtées dans leur partie exploitation et ça manque de rêve. Une entreprise, il faut que ça fonctionne, d'exploiter ce qui existe et ce qui marche, mais il ne faut jamais s'arrêter de se réinventer, de se remettre en cause. Et chaque entreprise devrait créer son projet, sa vision, sa terra incognita qui permet d'ouvrir des nouveaux espaces et qui permet à chacun d'exprimer sa créativité. Et cette zone de créativité, c'est comme une soupape pour chacun et c'est l'opportunité fantastique pour l'entreprise de se réinventer. Et les entreprises, ce sont elles qui réinventent le monde. Ce sur quoi j'insiste et ce sur quoi je veux insister, c'est la transformation humaine. Parce que je ne crois qu'à ça, je pense que le digital, la digitalisation ne sont que des alibis, mais qu'au fond, il faut transformer le rapport à l'humain dans l'entreprise. Les entreprises qui rendent leurs salariés plus heureux, ce n'est pas celles qui visent un bonheur, mais c'est celles qui visent l'action, qui permettent aux salariés d'agir, et le bonheur arrive en conséquence. C'est même pas le bonheur, mais en tout cas, le fait d'être bien dans son job arrive en conséquence. Donc moins d'infantilisation, un peu plus d'autonomie, arrêter la course au bonheurisme perpétuel et un peu moins de process. Ça ne veut pas dire que je suis contre le process, mais il y a un curseur très simple. Quand le process prend le pas sur le sens, il faut éradiquer le process. Il n'est pas bon. Quand le sens est premier et que le process vient en appui du sens, là, on le garde. Il est nécessaire pour une cohésion d'ensemble. Mais voilà les trois aspects sur lesquels j'insisterai sur la transformation à venir et celle que j'espère en tout cas pour les salariés. Ce qui nous attend dans les années à venir, c'est une révolution, comme d'ailleurs les générations précédentes ont connu des révolutions. La révolution qui vient va être extrêmement puissante puisqu'elle va notamment se fonder sur des nouveaux mécanismes qu'on appelle d'intelligence artificielle, c'est-à-dire de pensée très très rapide de machines qui pourront exécuter des tâches qui auparavant étaient dévolues à des humains. Il y a en revanche des choses qui ne sont pas réductibles et qui ne sont pas effectuables entre guillemets par des machines. Notamment, dans le monde médical, par exemple, le métier de radiologue est beaucoup plus menacé que le métier d'infirmière. L'attention aux autres, le soin aux personnes âgées, des soins de proximité ne pourront jamais être effectués par des machines. En revanche, lire une radio est effectué avec beaucoup moins d'erreurs par une machine que par un radiologue. Et ça sera de plus en plus le cas dans l'avenir. Donc, pour pouvoir résister à cette transformation, je pense qu'il faut se former et se former. Il n'y a aucune raison que les besoins de l'humanité, qui sont infinis, ne trouvent pas à être satisfaits par les humains qui sont aujourd'hui sur Terre. Donc il y a pour chacune et chacun d'entre nous toujours une place à prendre dans ce qui ne sera pas effectuable par la machine. Ils sont en train de perdre leur identité. Ils veulent retrouver une identité. Ils veulent travailler dans une institution qui a une identité assez forte également. Pour ça, on va essayer de travailler sur leur système de valeurs. C'est-à-dire on va essayer de refléter dans la vie de l'institution les valeurs qui leur tiennent à cœur, qu'ils se retrouvent par un effet miroir dans leur institution. Donc on travaille sur la symbolique de l'institution, beaucoup. Quels sont les rituels qu'on va mettre en place dans une institution pour qu'ils sentent, en vivant ces rituels, que les valeurs qu'on affiche peuvent correspondre à leur attente. C'est donc se retrouver dans le désert de l'absence de valeurs, se retrouver dans le désert des repères d'identité, retrouver leurs repères. C'est un travail sur les repères que nous faisons, que leur sensibilité puisse s'exprimer à l'intérieur notamment d'IGS. D'où toute la formation
artistique que l'on fait parallèlement à la formation management, pour qu'ils prennent conscience qu'ils ont quelque chose à dire et qu'ils osent le dire. Je suis en charge de la transformation digitale, donc technologique de Accor Hotel aujourd'hui. Ici, il y a bien une certitude que j'ai, c'est que rien en termes de transformation digitale ne peut se faire si elle n'est assise sur une solide transformation culturelle. Alors comment cette transformation se décline chez nous? Par trois choses. Une nouvelle organisation, plus plate, plus agile, c'est un terme qui est très galvaudé mais qui se vérifie dans des choses très concrètes. Moins d'échelons hiérarchiques, davantage de matricialité avec des feature teams, raccourcir les circuits de décision, donner plus de pouvoir aux employés, encourager le fait qu'on teste plus vite pour apprendre à rater plus vite, pour apprendre à réussir plus vite. C'est aussi un état d'esprit, des valeurs, le dogme de l'usage, s'assurer que tout ce qu'on déploie, et ça aussi c'est un changement culturel, répond à un besoin, crée de la valeur. On est en train de scanner avec toutes mes équipes chez Accor si tout ce qu'on propose en solution, soit à nos clients, soit dans les hôtels, crée de la valeur. Et si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, on arrête et on repense, on porte de l'innovation pour créer des choses nouvelles. Et puis, c'est aussi des nouvelles manières de travailler. On porte du management visuel, une nouvelle gouvernance, on casse les silos, on a créé une direction produit. Cette vague de transformation culturelle qui est aussi très, je l'espère, stimulante pour nos collaborateurs, elle est essentielle pour faire en sorte qu'on porte une stratégie digitale réussie. Quand on parle de transformation digitale et de transformation managériale pour piloter cette révolution, parce qu'il ne s'agit de rien de moins qu'une révolution, il faut se le dire, tout n'est pas révolutionnaire, mais il y a une partie de révolution, c'est vraiment une question de changement de culture. Et la responsabilité, la transformation managériale, elle réside dans la capacité, je vais utiliser un anglicisme, je suis désolé, mais c'est important, parce que ça vient des États-Unis quelque part, elle réside dans la capacité à empower, à mettre en capacité les collaborateurs à pratiquer ce changement. C'est vraiment une question de culture. Et une des choses qui me frappe aux États-Unis, qu'on a beaucoup de mal à faire encore en France, c'est dans la transformation des organisations, dans nos pratiques managériales, à aplanir la topographie du pouvoir, à transférer le pouvoir, à pousser l'autonomie aux frontières de notre système socio-technique. En gros, à faire des collaborateurs, des décisionnaires, capables de mettre en œuvre des moyens, y compris financiers, assez importants. Les jeunes, mais aussi les moins jeunes, mais les jeunes veulent du sens. Leur parcours dans l'entreprise et dans l'entrepreneuriat témoignent d'une quête de sens profonde. Soit on la leur donne et on est capable de capturer leur talent, soit on ne le fait pas et ils s'en vont. La transformation managériale dans un institut de recherche comme le CNRS, c'est quand même quelque chose d'assez particulier parce qu'en fait, on a dans le CNRS, qui est un gros institut, 33 000 personnes, en fait, deux populations très différentes. La population des scientifiques qui se managent de façon assez difficile ou difficile à expliquer, difficile à comprendre peut-être pour une entreprise classique parce que c'est un management essentiellement de conviction. Les chercheurs sont les mieux placés pour savoir ce qu'ils doivent faire. Et donc le management consiste plutôt à leur indiquer les grandes directions dans lesquelles on souhaiterait aller, par exemple plus de relations avec le monde industriel, plus de relations avec la société civile. Et donc cette forme de management n'est pas vraiment en évolution. Puis par contre, il y a une autre moitié, une grosse moitié de la population qui sont des personnels administratifs, des personnels de techniciens. Et là, on est touché par l'évolution managériale comme une entreprise à peu près classique, peut-être avec cette différence qu'on travaille essentiellement par projet. Et donc là encore, on a une partie du management qui est un management d'adhésion. Et donc je dois dire que je ne me suis pas complètement retrouvé dans l'étude de ce matin. Je pense qu'on a la chance d'être dans un monde qui reste un petit peu à part. Malgré tout, je crois que ce qui est peut-être le point commun, c'est le fait qu'il faut faire adhérer des gens à des projets et que c'est quelque chose peut-être dans le monde scientifique qu'on a un peu plus l'habitude de faire parce qu'encore une fois, la science, qui est quand même l'activité qui nous gouverne, elle est constituée de projets sur des durées plus ou moins longues selon les disciplines, mais avec un renouvellement permanent. Les nouvelles technologies rentrent sur les plateaux, donc donnent en perspective et c'est à destination d'une nouvelle façon de faire du spectacle. Et donc forcément, les gens qui s'occupent de ça, les nouveaux métiers qui arrivent, la communication qui se fait autour, on s'adapte d'une certaine manière. Mais il y a toujours une encre de cap dans le spectacle, c'est que profondément, plus on va vers de la technique et plus on sent qu'elle ne sert de rien,
qu'elle est totalement efficace, nécessaire, mais que le fond de l'intérêt des spectateurs, c'est quand même de venir voir une chose en live. Les metteurs en scène, les scénographes arrivent avec ces demandes-là, on les fait passer, d'une certaine manière ça fait venir un public nouveau, et en même temps, au-delà de tout ça, il y a toujours une chose totalement rassurante, c'est que la technique n'aidera jamais l'acteur. Jamais, jamais, jamais. Un acteur absolument formidable, la technique va augmenter ce formidable, mais un acteur qui n'est pas formidable, qui simplement, sans rien, n'arrive pas à faire passer la chose, la technique va plutôt augmenter son défaut que de le contrarier ou de le masquer. Ça augmente considérablement l'audience que nous pouvons avoir et la mission de rayonnement qui est la nôtre. Ça oui, c'est absolument extraordinaire. Ensuite, Racine à la radio, c'est magnifique, mais Copeau disait déjà que Racine était un auteur radiophonique. Le fait de pouvoir moins proforer la chose, avoir la technique du micro pour que les effleurements de l'âme, etc. Évidemment qu'on adore ça. Quand on fait des captations avec Pathé Live et que tout d'un coup, en direct, c'est projeté dans plein de pays limitrophes, dans 400 salles de cinéma en France, c'est absolument extraordinaire pour nous. Simplement, c'est toujours la même chose et on n'achèvera jamais ce débat de comment on capte quelque chose de vivant. Je suis dans un milieu contrarié et assez paradoxal par rapport à ça, parce qu'on accepte tout, on est gourmand de tout, on est curieux de tout. Les services que je dirige sont généralement ravis des formations qui leur sont demandées, ravis d'avoir des outils beaucoup plus modernes, ravis d'avoir des challenges techniques, mais on sait toujours que ce qui va faire le miel du spectacle, ça n'est pas forcément cette valeur-là rajoutée.